Bon, salut, aujourd'hui je vais te parler de la santé mentale. Alors avant de commencer ce podcast, n'hésite pas à me laisser une petite évaluation sur la plateforme où tu écoutes ce podcast. Moi, ça va me permettre de mieux me faire référencer. Et si tu veux des sujets par la suite de meilleure qualité, donc ça va aussi me permettre de m'améliorer et puis de travailler sur des axes qui t'intéressent. Bon, alors on va parler de santé mentale. Euh, Qu'est-ce qu'il se passe si au niveau de ton mental ça va pas? Si ça va pas, malheureusement, ça va pouvoir entraîner des divers troubles mentaux. Donc tu risques d'avoir de la dépression, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la schizophrénie, et encore pas mal d'autres choses. Donc ces troubles peuvent avoir des conséquences négatives donc sur ton bien-être, sur ton fonctionnement quotidien, sur tes relations sociales et ta qualité de vie. Ils peuvent aussi augmenter le risque de développer des problèmes physiques comme des maladies cardiovasculaires, du diabète et même pire, le cancer. Il y a eu de nombreuses études scientifiques qui se sont intéressées à la santé mentale et aux facteurs qui l'influencent. Par exemple, une étude réalisée par la Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, donc l'abréviation c'est le DREES en France, a analysé l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la santé mentale des jeunes en 2020 et 2021. Et qu'est-ce que cette étude donc a démontré? Eh bien, elle a démontré que les jeunes ont été particulièrement touchés donc, par cette crise sanitaire et sociale, avec une augmentation des symptômes dépressifs, anxieux et du stress post-traumatique. Elle a aussi mis en évidence des inégalités sociales persistantes, donc les jeunes les plus précaires étant les plus vulnérables. Une autre étude publiée par l'OMS, donc l'OMS, je ne sais pas si tu connais, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc cette organisation, elle a dressé un état des lieux des troubles mentaux dans le monde en 2019. Elle a estimé que 970 millions de personnes souffraient d'un trouble mental, les troubles anxieux et dépressifs étant les plus fréquents. Donc tu vois, juste en ayant ces chiffres, tu peux te dire que là, ça touche énormément de personnes. Peut-être toi-même tu es dans ce cas précis, ou alors peut-être que tu connais des proches, que ce soit des membres de ta famille, des connaissances, des collègues, qui malheureusement en souffrent. Euh, oui, alors l'OMS, donc, elle a souligné que la plupart des personnes atteintes n'avaient pas accès à des soins efficaces et respectueux de leurs droits. Elle a appelé les gouvernements à faire de la santé mentale une priorité et à renforcer les services de prévention et de traitement. Il y a aussi une autre revue publiée par le Cairn 1.info. Cette revue, cet organisme a abordé la problématique de la santé mentale en France et dans le monde. Elle a présenté les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs de la santé mentale, tels que le manque de données épidémiologiques fiables, la stigmatisation et la discrimination des personnes souffrant de troubles mentaux, ou encore le besoin d'une approche globale et intégrée des soins. Elle a également proposé des pistes d'amélioration comme le développement de la recherche, la promotion du dialogue entre les différents acteurs ou encore la participation des usagers et des familles. Alors, déjà, tu peux constater que le diagnostic n'est pas très réjouissant, hein. Donc tu vois bien qu'il y a énormément de personnes qui souffrent justement de problèmes d'anxiété, de dépression. Malheureusement, tu sais bien qu'en France, on est un petit peu les champions du monde de consommation d'anxiolytiques. Parce qu'on est quand même dans une société un petit peu de négativité, où il y a pas mal de personnes voilà, qui sont pessimistes, malheureusement, hein. C'est un petit peu. Et plus ça va, et plus j'ai l'impression que ça s'empire. Je sais pas toi, mais c'est ce que j'ai constaté un petit peu dans mon entourage, quoi. Les personnes sont de plus en plus négatives. Et puis quand tu regardes aussi les médias, malheureusement, hein, tu sais très bien que les informations, leur audience se fait principalement sur les mauvaises nouvelles, hein. Il y a peut-être facilement trois quarts de mauvaises nouvelles pour un quart de bonnes nouvelles. Donc si tu écoutes voilà, l'ambiance quotidienne des médias, des personnes qui t'entourent, de tes collègues de travail,
La plupart des personnes sont dans la négativité, donc forcément, ça va influer sur tes émotions. C'est quasiment certain. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour avoir une meilleure santé mentale? Euh, Déjà, la première chose ce que moi je fais, et ce que je peux te conseiller aussi, c'est de régulièrement sortir prendre l'air. Il est important de changer donc d'environnement et de s'exposer à la lumière naturelle. Il faut savoir que la lumière naturelle, hein, pour faire simple, ça va réguler l'horloge biologique et surtout ton humeur. Ça veut dire que si tu te lèves le matin et tu passes toute la journée chez toi, sans profiter un peu de la lumière extérieure, eh bien tu risques d'avoir des problèmes de sommeil. Tu risques d'avoir un problème d'humeur, donc tu risques voilà, d'être contrarié régulièrement, tu risques d'être frustré, et donc ça c'est pas bon. Le contact aussi avec la nature peut aussi avoir des effets apaisants et stimulants sur le cerveau. Ça c'est prouvé, hein. Notamment si tu te balades régulièrement en forêt, le fait de voir du vert déjà, bizarrement, le vert c'est une couleur qui apporterait une sensation de calme. Il y a eu des études récentes qui ont démontré que ce qui apaiserait le plus, ce serait la couleur verte. Donc en te baladant dans la forêt, en voyant des arbres, en voyant des plantes, ben justement, ça va t'apaiser, notamment si tu es stressé. Ce que tu peux faire aussi, c'est du sport. Donc je ne vais pas t'apprendre, hein, mais tu le sais déjà que l'activité physique favorise la libération d'endorphines. Les hormones qu'on appelle, hein, les endorphines, c'est un petit peu ce qu'on appelle les hormones du bonheur, hein, qui procurent une sensation de bien-être et de détente. Le sport permet aussi de se défouler, de se dépasser et de renforcer l'estime de soi. Alors, euh, partant de ce constat, tu vas me dire, oui, mais moi, je suis peut-être pas quelqu'un de très sportif. Pour moi, le sport, voilà, c'est un petit peu une corvée, c'est un petit peu une obligation. Je vois ça comme quelque chose de pénible. Eh bien, ne serait-ce que marcher au moins une trentaine de minutes par jour, que ce soit autour du pâté de maison à côté de chez toi ou bien dans un endroit que tu affectionnes particulièrement. Ça peut être le long d'un canal, le long d'un étang, en forêt, ou tout simplement te balader dans un centre-ville si tu aimes bien te promener où il y a pas mal de personnes. Faire un petit peu de shopping, faire du lèche-vitrine, c'est aussi une activité physique et ça peut te faire le plus grand bien. Au moins tu sors, tu actives ton système cardiovasculaire, tu oxygènes aussi ton cerveau, tu fais marcher et fonctionner ton appareil de locomotion, hein. Donc les articulations vont te dire merci, un grand merci pour plus tard. Donc ça c'est important, hein, de faire du sport. Et attention aussi avec le piège des bonnes résolutions, hein, notamment en début d'année, où il y a pas mal de personnes qui se disent bon voilà en janvier je vais m'inscrire dans un club de sport, ou alors en septembre à la rentrée souvent aussi, hein, c'est la deuxième bonne résolution de l'année. Et les gens, bon, je vais me prendre en main, c'est la rentrée, j'ai abusé des vacances, maintenant je vais faire du sport régulièrement, je vais courir 3 fois par semaine. Mais si tu te lances des objectifs comme ça va être compliqué. Le problème, c'est que tu vas les tenir 2 3 mois et tu vas souvent abandonner. C'est pour ça que lorsque tu te fixes un objectif d'activité physique ou sportif, essaye toujours de commencer par la plus petite étape, la plus petite marche possible. Donc c'est un petit peu tout ce qui concerne les habitudes, hein. Pour qu'une bonne habitude fonctionne sur la durée, il faut que tu commences par la plus petite étape. Donc si maintenant tu souhaites courir régulièrement, je te conseillerais de marcher peut-être une bonne dizaine de minutes autour de chez toi. Et tu fais ça régulièrement pendant 2 3 semaines, avant même de commencer à courir. Pourquoi faire ça? C'est que ça va te prendre un certain rythme, ça va te créer des connexions neuronales qui vont faire en sorte que tu adoptes un rythme régulier. Et sinon, tu vas commencer à courir 2 3 fois 30 minutes. Après, tu vas te trouver des excuses. Le réveil va sonner le matin. Tu vas dire, ah, je continue à dormir encore un peu. Et puis le temps va passer. Et puis tu te dis, ah, bah, aujourd'hui, je ferai ça demain. Et puis, donc, si tu commences comme ça va être compliqué par la suite. Donc, il y a des livres quand même assez sympas, hein. Moi, je te conseille le livre, par exemple, si tu veux t'améliorer en ce qui concerne les habitudes, hein, c'était le livre
qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. À savoir que James Clear, donc ce livre-là, il y a eu aussi une traduction française, hein, moi j'avais lu en anglais, que je te conseille vivement. Dormir suffisamment, c'est important aussi. Le sommeil est essentiel pour la santé mentale car il permet de récupérer de la fatigue, de consolider la mémoire et d'équilibrer les émotions. Il est recommandé de dormir au moins 8 heures par nuit et d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Donc, ça c'est encore du bon sens, hein. Le soir, évite les écrans. Évidemment, le soir, évite le café, l'alcool avant de te coucher, c'est pas bon. Les petits conseils que je peux te donner aussi personnellement, c'est de manger au moins 2-3 heures avant le coucher. Ça va te permettre d'avoir un endormissement de meilleure qualité, un sommeil plus réparateur. Euh, les écrans donc activent les fonctions de l'écran orangé, hein, c'est-à-dire si tu as un appareil Apple, donc tu as la fonction Night Shift, hein, qui s'active. Donc à partir d'une certaine heure, ça va jaunir ton écran. Donc ça c'est important pour même si je te cache pas que ces derniers temps là il y a des études qui sont sorties qui ne prouvent pas que les effets de la lumière bleue influent sur la qualité de sommeil. C'est encore assez controversé, hein. Donc prends-le quand même avec des pincettes. Mais je pense quand même que le fait de mettre ton écran un petit peu de façon jaune ou orangée, ça diminue déjà la luminosité. Et moins tu as de luminosité, et mieux c'est. Au moins, ça, parce que ton cerveau, lui, il a besoin de sécréter une hormone qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine, justement, ça va te permettre l'endormissement. Donc, si toi, à la place de ça, tu règles la luminosité à fond sur tes écrans le soir, ton cerveau, il va croire que tu es en plein jour. La mélatonine, il va pas la libérer. C'est ça le problème. Ça va bloquer la production de mélatonine. Donc, pour que tu favorises ton endormissement, il va falloir quand même que tu te mettes un petit peu dans la pénombre le soir. Et évite les lumières trop fortes. Essaye d'avoir une petite ambiance tamisée. Ce que je peux te conseiller pour mieux dormir aussi, c'est de prendre si tu n'arrives pas à faire le noir absolu dans ta chambre, essaye d'acheter un masque de sommeil. Tu verras, c'est super efficace. Ça peut aussi faciliter l'endormissement. Avoir une température plutôt fraîche, même si c'est pas toujours simple. Si tu habites dans un endroit où il fait très chaud, ou si, comme en France ces derniers temps, il y a eu la canicule, le soir c'est pas simple de dormir, mais on dormira toujours mieux dans un endroit frais. À une température aux alentours de 18 degrés, 17 à 18 degrés, c'est quasiment la température idéale pour favoriser un sommeil réparateur, quoi. Ce que tu peux faire aussi si tu as du mal à t'endormir, c'est de prendre de la mélatonine, hein, des petits compléments, des petites gélules. Donc ça, tu peux les acheter en pharmacie, tu peux les acheter maintenant sur les différents sites de commerce, hein, notamment sur Amazon ou d'autres sites. Ils en vendent, c'est assez efficace, je trouve. Euh, mais donc, ne te base pas que là-dessus, parce que sinon c'est trop facile et c'est un petit peu une béquille. Même s'il n'y a aucun risque d'accoutumance à prendre de la mélatonine, euh, essaye d'avoir une bonne petite routine du soir. Évite aussi la musique trop stimulante, la musique qui bouge. Le problème, si tu écoutes des musiques un petit peu dynamiques le soir, ça va te stimuler. Pareil, si tu lis ou si tu écoutes des émissions de productivité, de business, tout ce qui te fait réfléchir, ça risque de te stimuler. Donc en pleine nuit, tu auras des idées, tu vas vouloir changer le monde. Et ça va, donc trop de stimulation ça va entraîner que tu auras un mauvais sommeil, quoi. Donc fais attention. Aussi, pour un autre point, c'est de garder une vie sociale active. Les relations humaines sont une source de soutien, de partage et de plaisir. Elles nous aident à nous sentir moins seuls, à nous confier, à nous divertir et à nous enrichir. Donc c'est très important de maintenir des liens avec ses proches, ses amis, ses collègues et de participer à des activités sociales ou associatives. Donc ça c'est pareil, si maintenant tu es quelqu'un d'assez solitaire, tu vois pas beaucoup de monde, tu restes enfermé chez toi, t'as pas trop d'amis, voilà, tu es peut-être célibataire ou des choses comme ça, et toi tu te sens très bien dans cet état-là. Mais essaye quand même de te forcer à avoir des contacts avec l'extérieur, par exemple ta famille. Tu peux, moi ce que je te conseille, hein, si vraiment tu as du mal à discuter avec les autres, ou ça t'ennuie, ou tu as toujours un autre prétexte pour retarder cette échéance, fixe-toi peut-être dans ton agenda ou dans ta to-do list
des appels hebdomadaires. Donc tu te bloques des périodes de temps où tu vas appeler tes parents, où tu vas appeler des amis, où tu vas appeler certains anciens collègues de travail, pourquoi pas. Ça, c'est important. Donc, si tu ne le notes pas, si tu as du mal, je te conseille vivement de le noter parce que si tu ne le notes pas, ça ne va pas changer. Et tu verras qu'en faisant ça, tu dis, tiens, ben, aujourd'hui dans ma to-do list, hop, il faut que j'appelle ma mère, il faut que j'appelle mes frères, mes cousines, mes nièces, un ancien collègue, des amis. Eh bien, c'est noté dans ta to-do list ou dans ton agenda, puisque tu as bloqué du temps pour ça, eh bien, tu vas le faire. Et ce que tu peux faire aussi, ça peut être rigolo, ça peut être intéressant, c'est que chaque semaine, tu peux essayer de changer un petit peu comme ça les contacts. C'est-à-dire, une semaine, tu appelles un cousin, l'autre semaine, tu appelles un ami, l'autre semaine, tu appelles un ancien collègue. Comme ça va te stimuler un petit peu ta vie sociale. D'accord? Et puis évidemment, si maintenant tu peux t'inscrire dans je sais pas, moi, dans une association sportive, euh, faire du sport par exemple avec des amis, c'est toujours mieux. Ou même si tu n'as pas d'amis pour le moment, puisque peut-être tu as déménagé et tu arrives dans une autre ville, eh bien ça va te permettre voilà, d'avoir de nouvelles connaissances. Et ça c'est important. Les relations sociales, il faut savoir qu'on est un animal social. On n'est pas fait pour rester seul en tant qu'être humain. Donc c'est important, même si tu aimes bien la solitude, même si tu te sens très bien, force-toi un petit peu. Et si tu as du mal à passer à l'acte, justement, bloque du temps sur ta to-do list ou sur ton agenda. Comme ça, tu passeras à l'action. Ce qui est important aussi, pour avoir une meilleure santé mentale, c'est de s'écouter et de laisser place à ses émotions. Enfin, plutôt de laisser de la place à ses émotions. À savoir que donc tes émotions, donc ce sont des signaux qui nous renseignent sur notre état intérieur et nos besoins. Il ne faut pas les refouler ou les nier, mais les accueillir et les exprimer de manière adaptée. Il faut aussi prendre à reconnaître ses limites, hein, parce que voilà, on n'est pas des robots, hein, et à dire non quand c'est nécessaire. Ça, c'est important, hein. À dire non quand c'est nécessaire, il faut jamais tout accepter. Si maintenant tu es au travail et ton chef ou tes supérieurs te disent, voilà, est-ce que tu peux revenir là, tel et tel jour, est-ce que tu peux revenir tel et tel jour, tiens, est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux me faire ça, et si derrière ça te donne du stress, n'hésite pas à dire non. Apprends à dire non. Il n'y a pas de honte à dire non. Au contraire, si tu es focus sur une tâche, si tu es focus sur un projet, si tu es focus voilà, sur quelque chose d'important qui a de la valeur pour toi, concentre-toi dessus. Plus tu t'éparpilles, plus ça va te procurer une source de stress. Euh, et évidemment, si tu as des problèmes pour accomplir certains actes, n'hésite pas à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide quand on en a besoin. Ce que tu peux faire pour améliorer ta santé mentale, c'est aussi pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, donc ça, pour faire simple, ça consiste à porter ton attention sur le moment présent, sans jugement ni rumination. Ça permet de réduire donc le stress, l'anxiété, la dépression. Ça peut t'aider à prendre du recul sur tes pensées et tes émotions. On peut pratiquer donc cette fameuse pleine conscience par la méditation, hein. Tu peux faire des exercices de respiration, le yoga ou d'autres activités relaxantes. Si maintenant pour toi la méditation c'est quelque chose d'obscur, tu as des applications très connues comme Petit Bambou, Calm ou d'autres applications, tu peux tester, bon c'est payant mais pourquoi pas, tu as des essais gratuits donc tu peux te faire une idée. Ou tout simplement, hein, c'est rester assis sur une chaise pendant 5 bonnes minutes et donc tu comptes tes inspirations et tes expirations, donc c'est un cycle, hein, inspiration plus expiration, tu comptes un. Donc tu inspires, tu expires, tu comptes 2. Tu inspires, tu expires, tu comptes 3. Et tu vas jusqu'à 10. Une fois que tu arrives à 10, tu fais le sens inverse. Inspire, expire, 9. Inspire, expire, 8. Et ainsi de suite, jusqu'à 0. Et tu fais ce cycle en boucle pendant 5 bonnes minutes. Donc tu peux mettre ta minuteur, hein, ce que tu veux. Et commence toujours petit. Hein, parce que si tu commences à vouloir faire de la méditation pendant 30 minutes, 1 heure, tu ne vas pas tenir sur le long terme. C'est impossible. Donc commence toujours par la plus petite étape possible. Ce que je te conseille aussi, c'est ce que moi je pratique hein, au quotidien, plusieurs fois par jour, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Pour faire simple, c'est la méthode du 3-6-5 hein, qui a été créée, ça n'a pas été créé, mais ça a été médiatisé notamment en France par le docteur David Servan-Schreiber,
Après, tu as eu le docteur O'Hare qui, lui, a médiatisé par la suite au décès de David Servan-Schreiber, cette méthode. C'est une méthode très efficace. Elle a été prouvée scientifiquement. On l'appelle le 3-6-5. Pourquoi le 3-6-5 ou 365, hein? Le chiffre 3 correspond à faire l'exercice au moins 3 fois par jour. Le chiffre 6, ça correspond à 6 respirations par minute. Et le 5 pendant 5 minutes. Alors, il y a pas mal d'applications, hein, qui existent, gratuites, que tu sois sur Android ou sur iOS, hein, sur iPhone. Tu as des applications gratuites comme Respirelax, ou alors tu peux aller tout simplement sur YouTube, tu tapes cohérence cardiaque et tu fais l'exercice pendant 5 minutes. Euh, le concept est très simple. Tu inspires pendant 5 secondes et tu expires pendant 5 secondes. Donc tu vois que l'inspire 5 secondes et l'expire 5 secondes, ça fait 10 secondes. Donc sur une minute, donc tu fais 6 respirations. Et il faut faire ça le matin, avant manger ou après manger, c'est au choix, ou l'après-midi, et le soir. Et en faisant ça, justement, tu vas influer sur le taux de cortisol. Ça veut dire que le cortisol, pour faire simple, c'est l'hormone du stress. Ça va te diminuer le taux de cortisol sanguin. Donc, ça va diminuer ton stress. Tu te sentiras mieux. Tu te sentiras plus apaisé dans tes journées. Donc, je te conseille d'appliquer la cohérence cardiaque si tu veux quelque chose. Si pour toi, tu estimes que la méditation, c'est trop compliqué, du yoga, tu n'as pas le temps, c'est un peu, voilà, t'as un emploi du temps assez chargé. La cohérence cardiaque, un quart d'heure par jour, 3 fois 5 minutes. Je pense que c'est donné à tout le monde. Si tu n'as pas 3 fois 5 minutes par jour, il faut que tu te réorganises et que tu revoies tout ton système de planning à revoir, quoi. Ensuite, ne pas séparer santé mentale et santé physique. Les deux sont intimement liés et s'influencent mutuellement. Il est important donc de prendre soin de ton corps, hein, forcément, et d'adopter une alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée, ça c'est la base aussi, hein, c'est important vraiment. En buvant suffisamment d'eau, donc au moins 1,5 litre minimum, je te conseille même 2 litres par d'eau. Éviter forcément donc tout ce qui est nuisible pour toi, hein, c'est comme le tabac, l'alcool, les drogues évidemment. Et consulter un médecin en cas de problème de santé. N'hésite pas à consulter, hein, il ne faut pas que tu aies peur de consulter. Voilà, tu sais bien que si tu habites en France, les médecins, voilà, tu payes quoi, 2-3 euros, c'est rien du tout. Tu prends rendez-vous, tu dis voilà, je me sens pas très bien, je voudrais peut-être prendre un rendez-vous chez un psy, ou est-ce que vous avez des conseils pour avoir une alimentation un peu plus équilibrée, et ainsi de suite. Ça, c'est important. Petit tips que je peux te donner là-dessus, si tu déconnes par rapport à l'alimentation, le petit tips vraiment utile, c'est de préparer tes repas à l'avance. Ça, c'est un game changer, c'est-à-dire que c'est un no-brainer, c'est évident, c'est logique, et puis ça change tout. Parce que des fois, il y a pas mal de personnes, elles rentrent du boulot le soir, elles sont fatiguées, et elles n'ont pas envie de cuisiner, ce qui est tout à fait normal. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller au plus simple. Donc, elles vont faire quoi? Ouvrir une boîte de conserve, manger une pizza surgelée, où en bout de 5 minutes, c'est cuit, terminé, et emballer, c'est pesé, comme on dit, hein. Mais en faisant ça, ça s'appelle la junk food. Et sur le long terme, tu risques de choper des problèmes de santé. Diabète, voilà, maladie cardiovasculaire, cancer et ainsi de suite. Donc, petit conseil, prépare tes repas à l'avance. Et évite d'acheter des saloperies. Alors, comme des barquettes déjà, des produits industriels déjà tout fait. C'est mon avis, moi c'est ce que je fais depuis longtemps, mais quand je vois des fois mon entourage ou des amis ou des collègues, ce qu'ils mangent, ils mangent tous les jours des pâtes et ainsi de suite, sans légumes, sans rien du tout, je trouve ça triste, vraiment triste, quoi. Mais ça, on en reparlera dans un podcast un petit peu sur l'alimentation, comment tu peux justement, qu'est-ce qu'il faut manger pour t'apporter le maximum de nutriments, d'énergie au quotidien. Car c'est un sujet quand même important. Il y a pas mal de personnes, et je constate, hein, dans mon entourage et même un peu partout, hein, que l'obésité en France progresse. Euh, c'est autre chose aussi, c'est important de prendre le temps de rire et d'avoir du plaisir. Le rire et l'humour sont des antidépresseurs naturels qui augmentent le niveau d'endorphine et diminuent le niveau de cortisol. Donc, comme je t'ai dit, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, ils permettent aussi donc, de relativiser les difficultés, de renforcer les liens sociaux et de se sentir plus heureux. Il faut donc s'accorder des moments de détente, de loisirs, de créativité et de passion. Donc, tu vas me dire, ouais, mais moi,
comment je fais pour rigoler, je discute pas avec trop de monde, ou alors les personnes avec lesquelles je discute, voilà, elles sortent jamais de blagues, elles sont pas trop marrantes. Je regarde la télé, les infos, il n'y a que des mauvaises nouvelles, je vois pas en quoi je vais rigoler régulièrement dans mes journées. Et là, je peux te comprendre. Alors, ce que tu peux faire, hein, un truc tout simple, tu vas sur YouTube, ou tu vas sur Facebook, ou dans les réseaux sociaux, pour une fois que ça sert à quelque chose de simple, et tu mets des caméras cachées. Le fait de mettre des caméras cachées, tu vas bien trouver euh, des acteurs, des comédiens, des youtubeurs, voilà, des personnes des réseaux sociaux qui vont te faire rigoler. Et ça, je te conseille de le faire voilà, au moins une bonne fois par jour, tu vois, pendant 5-10 minutes, hein, pas plus naturellement. Hein. Parce que les réseaux sociaux, ils font tout pour que tu restes au maximum, le maximum de temps sur les plateformes. Mais au moins, si tu si arrives à avoir un peu de sourire, c'est bon pour la santé. Donc essaye d'avoir des moments justement de rigolade. Ou alors tu peux très bien regarder un bon petit film. Un bon petit film en famille, avec tes amis, un film comique, ça peut être sympathique. Mais je sais qu'il y a des personnes, ils n'ont pas le temps de regarder un film. Ils me disent très bien, je sais très bien que quand je dis ça à des gens, ils me disent, moi j'ai pas le temps moi de mettre 1 heure et demie devant un film le soir. C'est pas possible. Même les journées, j'ai pas le temps. Le week-end c'est compliqué. Je m'occupe de la famille, je dois faire les courses, je dois faire le ménage. J'ai pas le temps de regarder des films comiques. J'ai pas le temps. Donc, je pense que voilà, les solutions comme YouTube, des petites vidéos de 5-10 minutes, des caméras cachées ou des petits sketchs, hein, les extraits de sketchs, ça peut te faire du bien. Et je te conseille vivement de mettre ça sur ta to-do list au quotidien ou sur ton agenda. Parce que sinon, tu vas pas le faire. Pareil pour les objectifs. Lorsque tu te fixes des objectifs, il faut que ce soit réaliste et motivant. Avoir des projets personnels ou professionnels donne un sens aussi à sa vie. Ça stimule ta curiosité et ta confiance en soi. Il faut toutefois que tu veilles aussi à ce que tes objectifs soient adaptés à tes capacités. Donc si tu prends des objectifs démesurés, tu risques d'avoir des problèmes. Donc il faut que ce soit adapté à tes capacités, à tes ressources et à tes envies. Ah, désolé, petite chute du micro. Oui, donc voilà, j'en étais à tes ressources, à tes envies, pour éviter la frustration ou le découragement. Alors là, j'espère que t'es pas mort hein, par rapport au bruit du micro, hein, je m'excuse encore. Voilà, donc les objectifs, voilà, des objectifs motivants qui te plaisent, ça c'est important quoi. Donc, pour faire simple, tu as la méthode SMART, hein, je ne sais pas si tu connais, hein, c'est très connu sur Internet. La méthode SMART, lorsque as un projet où tu veux faire quelque chose, perdre du poids, tu veux faire du sport, ou t'as un objectif dans les 3 mois ou dans les 4 mois qui arrivent, eh bien, tu peux appeler cette méthode SMART. Hein. SMART pourquoi? C'est une abréviation. Le S de SMART, c'est pour spécifique. Il faut que ton truc soit spécifique. Mesurable pour le M. Atteignable, donc il faut que ce soit atteignable. Voilà. Si c'est trop compliqué, si tu veux, tu fais 3 mois d'entraînement et tu veux devenir champion de judo. Tu fais du judo depuis 3 mois et tu veux être voilà, champion olympique. Tu vois bien que c'est pas atteignable. Il faut que ce soit réaliste, réel. Et temporel. Temporel, c'est-à-dire qu'il faut que tu te fixes une deadline. Une deadline, c'est-à-dire un temps limite. Par exemple, tu veux, je sais pas, par exemple, si tu as un objectif de perte de poids, tu veux perdre 3 kilos, eh bien, une deadline, tu dis, voilà, on est au mois de janvier, par exemple, hein, eh bien, au mois d'avril, mon objectif, c'est d'avoir perdu 3 kilos. Ça, c'est temporel. Mais ça, on en reparlera, hein, parce que c'est pas vraiment le thème du podcast, mais voilà, c'est pour te donner une petite idée. Et évidemment, donc, se rétablir après un trouble psychique. Un trouble psychique n'est pas une fatalité ni une honte. Ça, il faut le savoir. Hein. Il peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de la vie, pour des raisons diverses. Donc, les raisons diverses, hein, tu peux avoir subi un décès, une rupture, une séparation, une perte d'emploi, une perte de relation amicale avec un ami qui t'a fait un faux plan ou un ami voilà, qui ne veut plus te parler, une dissonance entre deux parties. Ça peut t'affecter et justement, ben, tu peux avoir un trouble émotionnel par rapport à ça. Tu peux tomber en dépression, tu peux avoir de l'anxiété. C'est pas une honte. Donc il faut savoir qu'il existe des traitements efficaces pour soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Hein. Donc le rétablissement implique aussi un accompagnement psychologique.
Il n'y a pas de honte à aller voir un psychologue, hein, mais vraiment pas, surtout de nos jours. Un accompagnement donc, psychologique, social et médical personnalisé. Donc, la première personne en général que l'on va voir, c'est son médecin généraliste, en général. Hein. Tu peux aussi parler à des amis, et ainsi de suite. Ainsi qu'un engagement personnel dans son parcours de soins. Donc, si tu prends un traitement pour de la dépression, l'anxiété, continue de le faire et essaye justement de mettre des bonnes pratiques dans ton quotidien. Voilà, écoute, j'espère que ces conseils te seront utiles à prendre soin de ta santé mentale. Donc, si tu as des soucis, donc n'hésite pas à consulter un professionnel de santé. Hein. Surtout si tu ressens des difficultés et des souffrances psychiques. Donc, prends soin de toi. Et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Salut!